formation, je pense que le titre est assez explicite. On a la chance aujourd'hui d'avoir Adrien Kulik, directeur et fondateur de Dendreo Septéo, et Benoît Favard, le directeur marketing de Septéo Éducation. Je pense que vous êtes bien placés pour nous parler du sujet aujourd'hui et je vous laisse la parole pour 25 minutes. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, pour peut-être commencer juste pour vous présenter en 2 secondes la société pour laquelle on travaille. Donc moi, j'ai cofondé Dendreo. On est un logiciel de gestion pour organismes de formation qui a rejoint le groupe Septéo dans le pôle qu'on appelle Septéo Éducation et qui est aujourd'hui un agrégat donc de plusieurs logiciels à destination des pros de la formation, avec notamment Dendreo pour la formation continue, Ipareo pour la gestion des formations d'apprentis, les CFA, et aussi Wedoff et Certiplace pour la gestion un petit peu CPF ou la gestion des certificateurs. Et donc voilà, notre but, c'est de gérer un petit peu toute la chaîne de valeur et vous proposer des solutions pour vous simplifier la vie. Ça représente à peu près 220 personnes et 35 millions de chiffre d'affaires. Et en tout, 9,7 millions de stagiaires gérés par an. C'est toi qui as le passage. Ouais. Donc le contexte de notre intervention, c'était surtout on fait chaque année un baromètre IA où on envoie à nos clients, nos prospects, les gens qui sont dans notre réseau, un peu un état des lieux de l'IA, est-ce que vous l'utilisez pas, vos a priori, vos attentes, vos besoins, etc. pour pouvoir chaque année faire un bilan un petit peu l'évolution de l'adoption de l'IA auprès des pros de la formation. Et pourquoi on a choisi de faire cette conférence, c'est justement pour mettre un peu en avant la dichotomie qu'il peut y avoir entre l'usage actuel de l'IA et l'usage réel que les organismes de formation et les pros de la formation ont besoin. Le baromètre est disponible sur le stand, c'est G60, en version papier, si vous voulez venir le récupérer ce soir ou demain, libre à vous, il est assez complet. Sur la partie, donc, on va prendre qu'une statistique du baromètre, qui est la partie usage actuel vs usage envisagé. Donc ça, c'est les usages actuels. On a demandé pourquoi vous utilisez l'IA aujourd'hui aux pros de la formation. L'usage principal, alors l'année dernière, c'était usage principalement marketing. Cette année, c'est le marketing et commercial a vachement diminué pour laisser place à l'amélioration continue, l'amélioration de contenu, et l'accessibilité. Et juste là, on a les usages envisagés. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit sur le marketing, sur l'amélioration des contenus ou l'accessibilité, on voit que les moins quelque chose veulent dire qu'il y a un usage qui peut-être a été trop poussé et que les gens ont tendance à vouloir revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont un usage quotidien de l'IA pour ces sujets-là, mais que si on leur donnait la possibilité d'avoir des solutions qui répondent vraiment à leurs besoins demain, ils utiliseraient moins l'IA pour ces sujets-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que sur la partie analyse des besoins de formation et gestion administrative plus globale, là, il y a un vrai besoin. Il n'y a pas d'utilisation aujourd'hui, on va le voir juste après, parce qu'il n'y a pas de vraies solutions, ou en tout cas les solutions sont rares, et il y a un besoin de pouvoir avoir de l'IA dans ces sujets-là. Donc bon, ça suit évidemment la tendance de l'IA, où vous avez tous aujourd'hui utilisé ces différents outils sous différentes formes, peu importe les outils que vous avez utilisés, pour la partie génération ou amélioration de contenu. Et donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour en fait, en tout cas les clients qu'on a, les clients, prospects, partenaires, etc. qu'on a sondés, les gens ont fait un petit peu le tour de ces besoins et attendent d'autres choses de l'intelligence artificielle que purement la partie génération de contenu, tout en sachant que l'IA ne fait que régénérer des choses sur les datas qu'elle a apprises. Donc en fait, on génère peu de choses vraiment innovantes et différenciantes. Donc c'est clairement utile pour plein de choses, ou pour du brainstorming, etc. Mais c'est pas pour faire des formations qui sont très différenciantes avec des choses qui sont exotiques et à forte valeur ajoutée. En général, ça va toujours reposer sur de l'expertise humaine. Oui, on prend souvent l'exemple d'une formation Photoshop, vous pouvez générer des quiz et des contenus à la volée avec l'IA. Une formation CACES ou habilitation électrique, c'est beaucoup plus compliqué. Deuxième point important du baromètre, c'est que malgré que l'IA ne répond pas encore, on l'a vu, aux usages souhaités des pros de la formation, il y a un vrai besoin
de s'équiper. Et nous, en tant que l'éditeur de logiciel, on le voit aussi, on a une vraie attente, pas forcément pour proposer des solutions le plus concrètes ou qui répondent le plus aux besoins, mais aussi montrer la capacité d'innovation. Et si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour vous montrer ce qu'on a pu nous développer en tant qu'éditeur de logiciel pour tous ces bénéfices-là, qui sont la charge administrative et l'efficacité opérationnelle ou encore la gestion de la qualité. Notre métier, c'est la gestion administrative, donc les convocations, les conventions, les émargements, etc., la planification. Et nous, on a essayé de se concentrer, de développer des outils IA qui vont sur ces missions-là, plus que, comme l'a dit Adrien, de la génération de contenu. Donc si on rentre un petit peu dans le détail de ce qu'on a pu... alors on va parler beaucoup de ce qu'on a fait, parce que forcément on est les mieux placés pour le faire, mais l'idée c'est pas de nous mettre tant en avant que ça, c'est plutôt de vous montrer ce qu'on a compris du baromètre, du besoin actuel qu'il y a du marché, et comment nous on a essayé de l'adapter au mieux dans nos solutions, avec des usages concrets et réels de l'IA, plus que reformulation de texte ou des choses comme ça. Donc, tu veux y aller ? Vas-y. Donc la première chose, c'est les choses très simples. C'est par ça qu'on a commencé il y a 2 ans. Et sur ce sujet, notamment tous les confrères LMS ont été les premiers à être force de proposition sur la partie génération de contenu. Donc dans les logiciels aujourd'hui, tous les logiciels du groupe Septéo Éducation, il y a à chaque fois qu'il y a des champs de texte, la partie génération de contenu en prenant le contexte du reste de la page pour essayer de générer du contenu qui est pertinent, traduire du contenu, corriger des fautes, etc. Donc ça, c'est un petit peu le base, le standard qu'on a depuis 2 ans maintenant. Quand on va un petit peu plus loin, on a aussi la partie génération d'images qui est sympa pour pouvoir sortir des choses qui sont uniques, notamment illustrer des catalogues de formation. C'est beaucoup pour ça que nous on l'utilise, avec des images qui sont libres de droit. Et ensuite, on peut passer sur des choses qui sont peut-être un peu plus métiers et qui peuvent vraiment faire gagner du temps au quotidien sur des tâches qui sont traditionnellement chronophages. Donc par exemple, il peut y avoir le fait d'alimenter un logiciel, remplir des champs, etc. à partir de données qui existent ailleurs. Donc là, on a pris l'exemple du catalogue de formation. Vous rentrez sur un nouveau logiciel, vous avez déjà toutes vos fiches de formation, etc. Plutôt de devoir re-rentrer tout ce qui est prérequis, objectifs, public visé, etc. Aujourd'hui, avec l'IA, elle est très forte à ça. Vous lui donnez directement le PDF complet, on va le découper et identifier automatiquement les différentes données, le prix, la durée, etc., les prérequis, et venir alimenter des champs du logiciel, des champs métiers, peu importe le logiciel. Donc ça, c'est des gains, pas forcément récurrents, parce que c'est des choses qu'on fait en général une fois au départ ou quand on fait évoluer le catalogue, mais c'est intéressant. Ce qui est beaucoup plus récurrent, par contre, sur les centres de formation, évidemment, c'est la partie analyse de questionnaire de satisfaction, à chaud, à froid, que vous êtes tous obligés de faire avec la Calliope. Et donc là, ce qu'on pouvait tous faire traditionnellement, logiciel, c'était évidemment faire les moyennes de satisfaction, etc., sur les questions de type notation. Ce que l'IA nous ouvre, c'est de pouvoir donner des milliers de questionnaires de satisfaction et de pouvoir lui dire, OK, sur tous ces questionnaires, je n'ai pas le temps de tous les lire, mais moi, ce que je veux ressortir, c'est quels sont les points saillants, les choses qui remontent dans le temps, qu'est-ce qui est remonté il y a 3 trimestres, 2 trimestres, 1 trimestre, voire des évolutions, donne-moi des tendances de fond, des choses comme ça. Et l'IA est assez bonne en effet à faire ce type d'analyse de données pour pouvoir essayer de faire des retours qui sont pertinents et des actions qui sont très concrètes pour faire de l'amélioration continue au quotidien. Alors ça, c'est un autre sujet sur lequel on a travaillé et qu'on trouve intéressant. Donc sur Dendreo, on a une fonctionnalité de visioconférence qui est intégrée. Donc imaginez un Zoom ou un Teams ou un truc comme ça, mais qui est intégré dans le logiciel. Donc on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Et la grosse valeur ajoutée pour les clients qui utilisent ça, c'est qu'on n'a pas besoin de jongler entre plusieurs licences, se poser la question est-ce qu'on dépasse des quotas ou des choses comme ça, et de se dire il faut que j'envoie
envoie les liens, est-ce que j'ai bien créé la session à l'avance pour pouvoir envoyer le lien, tout se fait automatiquement. Et deuxièmement, quand les gens se connectent à la visioconférence, ils ont l'intégralité de leurs besoins au même endroit, c'est-à-dire qu'ils ont les émargements, les questionnaires de satisfaction, les quiz, le partage de documents dans la même interface que la visioconférence. Donc l'expérience apprenant, elle était déjà excellente. Et on s'est un peu posé la question avec l'IA, où est-ce qu'on pouvait aller plus loin. Et donc on a rajouté le fait qu'on peut enregistrer ces visioconférences. Ça veut dire que quand les apprenants, les stagiaires sont sur leur espace, ils peuvent retrouver les replays en automatique des différentes formations, donc pouvoir revenir sur les formations. Mais l'IA est devenue très forte à faire de la reconnaissance audio, donc on a les transcripts automatiques qui se font en quasi instantané de ces formations. Et ensuite, on va donner la possibilité à nos clients de pouvoir configurer des prompts dans le logiciel pour agir sur ce transcript. Donc je vous donne un cas d'usage assez classique maintenant qu'on a. Je suis centre de formation en langue, je fais de la formation en anglais, en espagnol, peu importe. Je fais des formations, des sessions one-on-one ou à plusieurs. Et dès que j'ai vendu 20 heures d'anglais, donc voilà, 20 fois 1 heure par exemple, et à la fin de chaque séance d'anglais, l'IA a fait le transcript de la session et moi j'ai configuré Dendreo pour pouvoir me faire une fiche récapitulative avec tout le vocabulaire qui a été abordé pendant la formation, avec la traduction en français, en anglais, la prononciation et la définition du mot, les concepts grammaticaux qui ont été abordés pendant la formation, les devoirs à faire d'ici la prochaine séance. Tout ça, c'est des choses que juste le formateur a dit à l'oral. Ah, pensez, il faudra que tu relises tel aspect, etc. N'hésite pas à regarder une vidéo. Et l'IA va faire les bullet points de résumé et toutes ces extraits-là vont pouvoir être envoyés en automatique à la fin de la session aux participants par email ou sur un document ou autre et être insérés dans le suivi, nous on appelle ça le suivi pédagogique. Après chaque créneau, on a des séances de suivi pédagogique, c'est très apprécié des auditeurs Calliope et ça alimente du coup en automatique ces champs. Donc là, voilà, gros gain de qualité et gros gain de temps pour les formateurs qui peuvent avoir en fait des supports de formation qui sont faits automatiquement, enfin des récaps de formation à la fin de chaque session. Et le point qui est en lien un petit peu avec ça, qu'on n'a pas encore complètement fait, mais l'idée c'est de vous partager des visions qu'on a et de les confronter aussi à vos idées et à vos besoins. On a une partie de quiz dans Dendreo qui permet de tester les gens dans la formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et on a mis de l'IA pour la partie génération de quiz. Fonctionnalité qu'ont aussi certains LMS. Donc de vous aider à générer des questionnaires, des QCM, des différents types de questions. Voilà. Aujourd'hui, ça fonctionne essentiellement avec des sujets généralistes. Je fais une formation Photoshop, pour reprendre ce que disait Benoît, je fais une formation en anglais ou autre, je lui donne un petit peu de contexte sur la thématique de mon anglais, mon niveau, etc. Et il va pouvoir faire des questions qui sont adéquates en fonction du niveau. Ce que peut faire un LMS, c'est de le faire à partir éventuellement aussi des contenus. Et ça, c'est ce qu'on veut rajouter. On veut rajouter la partie contenu aussi. Donc, je vais donner tous mes supports de formation et je vais pouvoir avoir des questions qui sont spécifiques éventuellement à mon contenu propriétaire. Mais en lien avec ce que je vous racontais juste avant sur la partie visioconférence, par exemple, ça veut dire qu'on peut aussi lui donner l'intégralité des transcripts de la formation. Donc ça veut dire que je peux vraiment faire un parcours personnalisé où je fais 20 heures d'anglais, j'ai un suivi régulier entre chaque séance avec les fiches de cours, les résumés, etc., les flashcards de révision, et à la fin d'avoir un quiz qui est spécifiquement relatif à tous les sujets que nous avons abordés pendant les 20 dernières heures d'anglais. Et sachant que ma formation en anglais ne sera pas la même que celle de Benoît, parce qu'on aura parlé de nos expériences personnelles, on aura vu du vocabulaire qui est un petit peu différent, etc. Et donc on va vraiment pouvoir avoir une vision très personnalisée de cette partie évaluation de la formation. Donc cette partie-là, on la trouve intéressante sur la partie personnalisation. Ouais, ça c'est un peu ce genre de fonctionnalité, quelque chose qui va être clé dans une chimère qu'il y a dans le milieu de la formation depuis quand même quelques années. On parle des parcours individualisés. Il y a beaucoup de choses bloquantes à avoir les parcours personnalisés. Ce genre de fonctionnalité devrait aider
à pouvoir avoir justement un parcours adapté à chaque niveau de chaque personne. C'est pas que basé là-dessus, donc il y a encore beaucoup de choses à débloquer sur ce sujet-là, mais c'est ce genre de fonctionnalité qui devrait aider. Alors vous l'avez peut-être vu, il y en a quand même d'autres des LMS qui sont pas, nous on n'édite pas de LMS, mais qui ont en effet la capacité d'essayer de donner la formation, d'adapter la formation en fonction un petit peu des parcours de positionnement ou des premiers quiz, et d'étoffer certains sujets, ou au contraire de passer des sujets plus rapidement au fur et à mesure de la formation, si vous maîtrisez déjà des choses, de les faire passer un petit peu plus vite, ou de ne pas donner le même contenu de la formation dans le même ordre en fonction, pour s'adapter à votre façon par exemple d'apprendre. Et donc tout ça, c'est des choses en tant qu'organisme de formation dont il faut avoir conscience, qui sont, sur lesquelles aujourd'hui l'IA commence à devenir pertinente, et qui sont à mon avis des vrais leviers de différenciation et d'amélioration de l'expérience apprenant. Une fonctionnalité aussi qu'on a développée, alors ça paraît très moderne à l'époque de l'agentique, mais en fait elle a quand même maintenant presque un an cette fonctionnalité, mais elle illustre bien ce qu'on va pouvoir imaginer dans le futur des logiciels. C'est une fonctionnalité d'assistant de programmation à la voix et à l'écrit. Typiquement, vous êtes devant votre logiciel d'Andréo, il y a un petit bouton au niveau de la programmation avec un micro, vous l'allumez, vous dites est-ce que tu peux planifier un créneau toutes les semaines jusqu'à Pâques, le mercredi de 10h à 11h avec Julien sur Dendreo Live en visio. Donc vous lui dites ça et Dendreo va automatiquement planifier toute votre formation. Ça marche aussi avec le changement de staffing. J'avais planifié du 27 au 2 février, du 27 janvier au 2 février une formation avec Marc, mais il est plus disponible l'après-midi. Est-ce que tu peux mettre Julien à la place de Marc uniquement l'après-midi sur les créneaux de toute cette formation? Et donc là, l'IA va être capable de justement changer, agir dans le logiciel pour pouvoir changer les staffings des formateurs, les heures de formation, planifier des formations. Et c'est quand je vous disais que c'est un petit peu quelque chose qui va nous permettre de développer d'autres choses, c'est que ça ouvre la porte à utiliser son logiciel. Alors c'est basé sur des MCP, des API, donc il faut que l'IA puisse puisse manipuler le logiciel, qu'on lui donne la capacité technique de manipuler le logiciel. C'est le blocage qui a pu être débloqué il y a plus d'1 an maintenant. Mais la capacité de parler à son logiciel, de dire est-ce que tu peux me faire un devis pour Monsieur Michelet, pour telle formation, telle date, telle heure, etc. Et finalement, vous parlez à votre logiciel et le logiciel, l'IA va utiliser les capacités du logiciel pour faire ce que vous lui demandez. Et donc le gros défi sur lequel nous on se challenge beaucoup en interne, en effet, c'est au-delà des fonctionnalités, c'est comment la partie interface en fait avec le logiciel, elle évolue, elle change, parce que avec une fonctionnalité comme ça, par exemple, on arrive à transférer, donc on peut le faire à l'écrit ou à l'oral, et on peut le faire avec une interface très simple de choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement, parce que faire de la modification en masse, par exemple, de créneaux d'un point de vue logistique, c'est compliqué, il faut faire des interfaces avec plein de cases à cocher. Si je veux décaler toute une formation d'1 semaine, sauf les jeudis, etc., pour pouvoir gérer tous les cas possibles, c'est extrêmement compliqué, et on arrive en fait à gérer une grande complexité d'actions en un seul ordre, avec une interface extrêmement claire. Donc c'est vrai que ça n'est qu'un exemple, mais aujourd'hui on se challenge beaucoup pour savoir quelles sont les UI et les UX qui vont être celles de demain, parce qu'on ne va pas forcément interagir avec le logiciel de la même façon. Et en plus de ça, c'est assez dépendant des métiers. Sur un métier, sur ce qu'on fait de l'ERP, tout le monde aura toujours besoin un peu des dashboards, des choses comme ça. Sur des métiers qui sont un peu plus transactionnels, on peut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de l'interface, et est-ce qu'on peut complètement faire abstraction de l'interface pour des... Bon, on est tous habitués aujourd'hui sur des interfaces un peu de chat, mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes, et donc nous on se challenge beaucoup en effet sur ça. Ça, c'est sur la partie certificateur. Donc dans Septéo Éducation, il y a CertiPlace qui est dédié sur la partie certificateur. Les certificateurs, ils déposent des certifications, ils ont un réseau de partenaires qui exploitent cette certification. Typiquement la formation Chloé anglais. Il y a plein d'organismes qui préparent cette certification, et le certificateur a des obligations de contrôle auprès de ces certifiés, enfin de ces partenaires qui exploitent la certification. Et sur cette partie CertiPlace, on a mis en place des outils d'IA qui permettent d'analyser les
offres de formation, donc les sites web en partie des certificateurs, pour savoir si ce qu'ils écrivent sur leur site web, c'est bien en adéquation avec le référentiel RS ou RNCP et qu'ils ne vendent pas quelque chose complètement différent. Typiquement, aujourd'hui, depuis un décret qui est passé l'année dernière, on ne peut plus dire préparation à l'anglais B1. Il faut dire certification Chloé anglais. Il faut utiliser le même nom de la certification pour vendre la certification. Donc il y a moins de flexibilité dans le langage marketing qui peut être utilisé, et ça, c'est les certificateurs qui doivent être garants de cette utilisation-là. Donc ça, c'est aussi la fonctionnalité d'audit des partenaires dont je vous parlais. Et en dernier, une fonctionnalité qu'on a, c'est le score mission compétences. Aujourd'hui, la première cause de rupture de contrat d'apprentissage, c'est l'inadéquation entre la lettre de mission, la fiche de poste, entre guillemets, et le référentiel RS-RNCP, donc de la certification. C'est la première cause. Et en fait, on a développé un score qui permet de mettre la lettre de mission, le RNCP correspondant, et ça va faire un Nutri-Score de A à E qui va vous dire, ok, est-ce que la lettre de mission correspond bien au référentiel, et sinon, quelques pistes pour améliorer cette lettre de mission. Donc un jeune apprenant, il peut venir, j'ai trouvé telle alternance ou tel stage, il vous donne la lettre de mission, et le centre de formation est capable de challenger l'entreprise en face en disant il faudrait que vous insériez plus de cette notion-là, plus de cette notion-là, pour s'assurer que l'apprenant est bien aligné, il va bien apprendre en entreprise les compétences théoriques qu'il a apprises en centre de formation. Voilà, et alors là, on voulait vous donner un petit peu de visibilité sur des choses sur lesquelles on travaille actuellement, qui n'existent pas encore, mais qu'on trouve intéressantes sur d'autres usages, en effet, de l'IA, autre que sur la partie génération de contenu, donc sur toujours de la décharge administrative ou de l'amélioration d'efficacité opérationnelle. Par exemple, donc nous chez Hyper.io, on travaille beaucoup sur la prévention des ruptures, donc un petit peu ce que vient de dire Benoît, avec à la fois l'adéquation entre les fiches de mission et les postes, mais également essayer de prendre un petit peu tous les signaux faibles pendant le parcours de formation, les taux d'absentéisme, les retards, plein de choses sur le profil de l'apprenant, etc. Pour se dire, attention, il se passe quelque chose avec cet apprenant, il y a potentiellement un décrochage et il faut faire un point avec lui parce que si ça continue comme ça, on prédit qu'à 80%, cette personne va décrocher de sa formation avant la fin de la formation. Donc essayez de vous aider, centre de formation, à prévoir ce genre de choses. Et un autre point, on travaille beaucoup sur la business intelligence. Donc là, on a sur Dendreo, par exemple, on a des nouveaux dashboards qui sont en train de sortir. C'est très intéressant parce qu'on peut faire plein de dashboards sur mesure, etc. Mais l'IA dans ces dashboards, on peut commencer à lui permettre de poser des questions en langage naturel pour questionner ces datas dans son logiciel. Donc ça veut dire, je peux dire, tiens, je me demande quel est le client à qui j'ai vendu le plus au top 3 de mes clients à qui j'ai vendu le plus de formations en linguistique sur le dernier trimestre. Et il va transformer cet ordre, cette demande en langage naturel en requête SQL, etc., pour pouvoir aller dans mes données et ressortir l'information, le graphe, le pie chart, etc., pour pouvoir répondre à cette question. Donc on commence à avoir de la business intelligence au sein des logiciels qui sont très sympas. Donc voilà, je me demande quelles sont les formations sur lesquelles j'ai le plus gros taux d'absentéisme, ou quelles est des choses sur les questionnaires de satisfaction, n'importe quoi. Et éventuellement aussi à faire de l'analyse de données de marché, parce qu'on voit on gère beaucoup de volume de formation. Dendreo, lui seul, c'est presque 1 milliard de budget de formation qui est géré, qui passe par le logiciel Dendreo. Et donc de se dire, on a des données, qu'on prend des données en externe sur l'emploi, sur tel bassin, etc. Les données de votre catalogue, qu'est-ce que vous avez vous à votre catalogue, quelles sont les compétences qu'ont vos formateurs par exemple, pour essayer de vous dire, on anticipe qu'il y a un besoin sur cette typologie de formation. Vous avez des formateurs d'ailleurs qui ont les compétences nécessaires, et dans votre catalogue vous avez ces 4 formations sur cette thématique.
vous devriez réfléchir à mettre cette 5e formation parce qu'on sent qu'il y a du besoin, on le voit sur éventuellement d'autres clients, on le voit ailleurs et ça peut vous permettre de développer votre business. Donc là, c'est l'IA pour développer le business. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre. Vous avez montré des usages de l'IA fort intéressants sur ce qui est cœur de métier d'un organisme de formation, c'est-à-dire la pédagogie et la logistique. Mais le nerf de la guerre, c'est la finance. Est-ce que vous avez des idées d'utilisation de l'IA pour gérer la partie business, facturation? On sait que la relation avec les OPSCO est quelquefois un peu difficile. Est-ce que vous avez des idées sur l'utilisation de l'IA dans ce domaine? Alors sur la partie 1, c'est un sujet qui va évoluer beaucoup dans les prochains mois, puisque vous savez qu'il y a la réforme de la facturation électronique. Donc ça permet de codifier beaucoup de choses, d'automatiser beaucoup de choses. Donc déjà, je pense que ça va... on le voit un peu comme une montagne et des contraintes, mais ça va aussi faciliter la vie de beaucoup d'entreprises quand même, parce que ça codifie tout. On va avoir une visibilité sur où en sont les factures, est-ce qu'elles sont payées, etc. On pourra plus trop se cacher derrière des délais de paiement parce que non, mais j'avais pas reçu la facture. Non, ça passe par les plateformes agréées, tout est tracé, on a les dates exactes, etc. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça va beaucoup évoluer et on le fait déjà sur Dendreo parce que les Belges y sont passés au 1er janvier et en lien en fait avec la business intelligence, à partir du moment où on branche de l'IA sur les datas, y compris les données financières, on peut en effet commencer à faire des automatismes en effet de se dire tiens, si tel ratio ou si telle facture elle est trop lente, etc., de commencer à déclencher des actions un petit peu automatiques. Alors parfois la limite elle est un peu nuancée et fine entre ce qui est juste de l'algorithmique et de l'automatisation. On met des règles, la facture elle dépasse les 30 jours, je fais une relance. C'est pas vraiment de la business, de l'intelligence artificielle, mais on peut en effet envisager des choses sur plus poussées maintenant avec l'intelligence artificielle là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Et si vous avez des Merci. questions, on est au stand G60 pour continuer la discussion. Merci à tous. Merci Adrien, merci Benoît.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je parle d'impact cognitif de l'IA. Je sais à quel point il est 17h30. Vous avez passé la journée dans un environnement ultra bruyant. Donc je pense que vous êtes rincés. Donc je vous remercie d'autant plus d'être là. C'est un vrai plaisir. Ok. J'ai voulu réfléchir à ce sujet-là des effets positifs et des risques cognitifs liés à l'usage intensif de l'IA. Donc j'ai appelé cette conférence que j'ai écrite juste pour ce salon, donc c'est en avant-première, I-amplificateur ou I-atrophie, parce que je pense qu'il y a des questions à se poser dans les deux sens. Juste pour me représenter très très rapidement, je m'appelle Lucie Dorn. Certains d'entre vous ont certainement lu mes livres sur l'IA et la formation. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Lady Whistledorn et j'ai monté une méthodologie qui s'appelle la méthode cadrée. Voilà, c'était pour la minute promotionnelle. J'ai une double compétence, j'ai 2 diplômes, j'ai un master en mathématiques et informatique et un master en sociologie appliquée à l'apprentissage. Et en fait, quand je vois les confrères qui font des formations à l'IA, il y en a qui vont faire des formations très techniques, donc on va expliquer techniquement ce que c'est que l'IA, puis d'autres qui vont faire des formations très outils pédagogiques, je vous donne le prompt qui fait ci, le prompt qui fait ça. Et vu que j'adore réfléchir, je me suis dit, mais en fait, pourquoi personne ne réfléchit à lier, on va dire, le côté technique de l'IA, le côté comment fonctionne l'IA, mais aussi le côté cognitif, le côté apprentissage, et non pas donc dire aux gens, je te donne un prompt magique ou je te parle du super outil, quoi, t'as pas essayé de Gemini, t'es nul, non mais, voilà, c'est bon. Et pourquoi est-ce qu'on réfléchit pas plus en profondeur à qu'est-ce que je dois faire avec l'IA, qu'est-ce que je dois en faire et quel impact ça peut avoir pour moi. Voilà, c'est la naissance de cette conférence. Ça fait quelques années, ça fait 15 ans que je suis dans l'écosystème, 10 ans que je fais des conférences, et ça fait donc depuis 2023 qu'on parle d'IA. Et je me rends compte que voilà, on est passé par plusieurs phases. En 2023, on était un peu dans le pic de la confiance. C'est génial, c'est magique. Ce mot-là, on l'a entendu beaucoup trop de fois. Et ensuite, on a eu en 2024-2025 une espèce de lucidité de c'est pas si magique, il faut comprendre, il faut aller explorer plus le sujet avec des méthodologies, on a parlé de prompt, etc. Et là, en 2026, j'ai l'impression qu'on arrive doucement vers le savoir éclairé. Bon, alors c'est peut-être très fantasmé parce qu'après une discussion avec Philippe tout à l'heure, je pense que peut-être le savoir éclairé, ce sera 2027. Mais en tout cas, c'est vrai que je commence à avoir des gens aujourd'hui qui cherchent ni l'outil magique, ni le prompt magique, mais qui se disent, OK, stratégiquement, dans mon équipe learning, dans mon approche de l'IA, qu'est-ce qui est intelligent, quelle est la stratégie que je dois mettre en place. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Pour écrire cette conférence, je suis partie d'un constat. Je me suis rendu compte, en fait, que je n'arrivais plus du tout à regarder des vidéos sur YouTube sans avoir envie de zapper. Je n'y arrivais plus. J'écris des livres, je lis énormément. Et c'est vrai que le côté vidéo, je ne suis pas une consommatrice incroyable de vidéos. Et je me suis rendu compte que finalement, tous les jours, je devais certainement au moins passer 1 heure sur LinkedIn et à peu près 45 minutes sur Instagram, je dirais. Et en fait, j'ai été habituée très très vite à consommer des contenus rapides. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aussi déjà fait ce constat de se rendre compte que vous n'arriviez plus à regarder des vidéos, des contenus longs ? Ok, donc vous avez le même problème que moi. Et je vais essayer de vous donner les analyses que j'en ai faites de cette situation. Alors moi, c'est sur la vidéo, il y en a d'autres, c'est sur la lecture. Il y en a d'autres, ils n'arrivent plus à lire. Bon. En fait, je me suis rendu compte que j'étais tellement accoutumée au contenu rapide, j'étais tellement accoutumée à consommer un média qui durait pas plus de 3 minutes, que dès que j'avais pas ma dose de récompense, quand je regardais un contenu de 10, 15 minutes, 1 heure, en fait, mon cerveau décrochait. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je suis un petit peu jeune, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, ça fait maintenant 3 ans que je forme vraiment beaucoup de personnes. Je fais énormément de conférences sur l'IA, mais je fais aussi des ateliers méthodologiques. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau problème avec mes clients. Quand je dis à mes clients, mais attendez, en fait, prompter, c'est pas magique, on n'envoie pas un prompt, et en fait, c'est pas une discussion avec l'IA. Moi, je suis contre la discussion, vraiment, je vais vous expliquer aussi pourquoi et quels sont les impacts de la discussion avec l'IA. Et quand je dis ça aux clients, je dis, non mais attendez, j'ai fait une méthodologie, c'est en cadré, là, c'est en 5 lettres. En fait, vous avez juste à appliquer la méthodologie et vous faites un prompt en 20 minutes. Et quand j'explique ça à mes clients, alors que mes clients sont des gens pas bêtes, j'ai pas de problème avec l'intelligence de mes clients, en fait, souvent, ils me disent la flemme. Je me dis quand même, c'est étonnant. Je travaille pour des grandes boîtes et les gens, ils sont quand même, ils ont fait des études ou ils ont l'habitude de bosser. Je leur demande 20 minutes de boulot et c'est la flemme. Bon,
Ça m'a vraiment interrogée. Bon, je vous dis pas, au début, je me suis dit, les premières sessions, je me dis non, mais c'est des feignants. Les gens qui disent la flemme, c'est des feignants, c'est des feignants, c'est des feignants. Bon, après, soit toute la planète est feignante, soit il y avait un autre sujet à trouver. Donc, j'ai quand même réfléchi plus en détail. En fait, c'est que leur cerveau, il fonctionne normalement, mais l'environnement de consommation de médias ou de consommation de produits, on va dire, informationnels, il est anormal. C'est-à-dire que tout ce qu'on a aujourd'hui, on a les informations de manière très rapide, on n'a pas vraiment à réfléchir, on peut consommer, et finalement, on consomme sans prendre le temps de prendre du recul et de réfléchir au sujet. Donc on le sait très bien, ça les études le montrent, le cerveau humain il est fondamentalement très économe, donc en fait plus on va lui donner une récompense rapide, le cerveau plus il va être content. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on scrolle, on a récompense parce que ça nous divertit, parce que c'est drôle, etc. Et je me dis, mince alors, parce qu'en fait ce n'est pas du tout lié à l'IA ce problème il est beaucoup plus grave que ça, il est étendu aux réseaux sociaux, etc. Mais du coup... qu'est-ce qui fait que mes clients aujourd'hui, ils veulent un bouton magique? C'est-à-dire que quand je dis à mes clients, je vous donne un prompt, vous le copiez-collez, ils sont trop contents. Et quand je leur dis, vous réfléchissez à un prompt, en fait, ça les fatigue. Ce qui n'est pas très logique parce que moi, je suis experte métier, mais je ne suis pas experte de votre métier. L'expertise, c'est vous qui l'avez. Moi, j'ai mon expertise que j'applique à mes prompts. Dans mes livres, c'est mon expertise. C'est à vous de l'appliquer à votre expertise. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de vide. J'ai finalement fini par comprendre, parce qu'avant de beaucoup parler d'IA, je parlais de créativité, et j'en parle d'ailleurs toujours parce que c'est central dans ma recherche. En fait, il y a deux vides. Il y a ce que j'ai appelé un vide saturant et un vide fertile. Et c'est de ces vides dont je vais vous parler dans cette conférence. Le vide saturant, c'est en gros, c'est cette culture-là d'infobésité où on va regarder les gens manger, faire je ne sais quoi d'inintéressant. Mais en fait, notre cerveau, il va consommer ce contenu et tous, ça n'a rien à voir avec si on est, je ne sais pas moi, plus ou moins sensible. En fait, ça nous happe. Vous verrez, ça travaille sur nos circuits de dopamine. En fait, c'est des informations faites pour nous donner du plaisir immédiat. Et donc, du coup, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus le truc il est débile et plus il y a de likes. J'ai jamais compris, je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi plus c'est bête et plus ça plaît aux gens? Parce que vraiment c'est divertissant en fait. Plus c'est banal, plus on se dit ah oui je me reconnais ou j'en sais rien. Mais il y a un vrai truc bizarre. Plus c'est bête, plus ça marche. Moi si je fais des contenus sur Insta, je pense que ça va pas cartonner. Et donc du coup, à moins que peut-être je me trompe sur moi-même. Et donc du coup c'est très étonnant cette manière de consommer des médias. Et donc du coup finalement on nous culpabilise parce qu'on se dit si votre attention elle baisse, si votre attention elle baisse, c'est que c'est vous le problème. En fait, si vous n'êtes pas capable de regarder une vidéo YouTube de plus de 5 minutes, c'est que c'est vous le problème. Moi je me suis remise en question, je peux vous le dire, je me suis dit oh là là mais qu'est-ce qui t'arrive? Dégénérescence cognitive à 35 ans, ça fait mal. Et en fait c'est juste que je me suis rendu compte que j'étais habituée à vider mon cerveau. En fait moi pour me détendre, c'était la vidéo. Clairement mon média pour me détendre c'est Instagram. Il n'y a rien, alors en plus je suis des thématiques, je ne regarde pas des chats qui sautent, mais je me suis rendu compte que j'avais conditionné mon cerveau. Dès que tu veux te détendre, regarde une vidéo sur Instagram. Et c'est ça, j'ai habitué mon cerveau à être saturé du vide d'Instagram. Et moi j'ai honte quand les gens qui sont proches de moi me disent je regarde je sais pas quel truc genre bienvenue chez HT, je me dis non mais c'est abusé, mais en fait non parce qu'ils ont un circuit de récompense sur quelque chose de si nul et ils le disent. Moi quand je regarde je sais pas quoi, j'ai pas d'émission de télé-réalité en tête, mais quand je regarde telle télé-réalité ça me vide le cerveau. Maintenant je comprends. Le problème, c'est qu'en fait, ça a un coût. Ça a un coût, ce vide qui anesthésie. Enfin, je vais vous mettre sur la slide d'après pour que vous compreniez. Quand vous vous dites, moi, je me repose en scrollant, je décompresse devant du contenu, mais en fait, vous n'êtes pas du tout en train de décompresser. Vous êtes en train de stimuler de manière passive votre cerveau. Et c'est là le premier problème. C'est qu'en fait, vous vous dites, je prends du temps, je me détends, etc. devant Instagram, mais en fait, pas du tout, vous ne vous détendez pas. Vous êtes en train de cognitivement activer une zone du cerveau qui est censée être au repos. Et cette zone, vous en avez besoin pour construire les connaissances, pour avoir des idées nouvelles, pour être plus créatif. Et c'est là le problème de ce qu'on croit être le vide. Je me détends en regardant une émission sur Netflix, je me détends en regardant des bêtises ou en rigolant devant telle vidéo, je ne sais quoi. Et je ne dis pas des bêtises. Moi, j'adore aussi les séries, je ne vous culpabilise pas là-dessus, mais juste, c'est pas de la détente, en fait, c'est pas de la vraie détente. Il y a un réseau par défaut qui s'appelle le réseau DMN. C'est ce point-là qui est assez crucial. Et en fait, ce réseau DMN, c'est le réseau qui est activé quand on fait rien.
mais vraiment rien. Pas je regarde les messages sur WhatsApp auxquels je dois répondre, ou pas je scrolle sur des actualités, ou je regarde... C'est vraiment, on fait rien, c'est l'oisiveté. Ce n'est pas non plus aller se promener dans les bois avec un casque sur les oreilles. C'est aller se promener je ne sais où, mais sans être sollicité. Et c'est ça, rien faire. Vous le savez très bien, quand on fait rien, c'est là que les idées, elles arrivent. Quand vous êtes sous la douche et que vous faites rien d'autre que laisser l'eau couler sur votre corps, là, tout à coup, vous vous dites « Ah ouais, mais j'ai une trop bonne idée ». Quand on marche dans la nature, souvent, les gens qui parlent de créativité, ils parlent d'aller rien faire. Donc, c'est vraiment cette notion de rien qui est nécessaire et importante. Et donc, quand vous mettez du vide saturant dans votre vie quotidienne, en fait, vous handicapez. Vous handicapez votre capacité de réflexion. Il y a une étude qui a été faite à ce sujet-là. Alors, je vais vite parce que là, on est sur une conférence que je fais normalement, que j'ai prévue pour 1 heure. Je vous la fais en condensé. Mais il y a une étude qui a été menée sur des patients épileptiques et en gros, ils ont voulu vérifier qu'est-ce qui se passait si on perturbait leur DMN. Donc, en gros, ils leur ont posé des électrodes et ils ont perturbé leur DMN pour voir ce qu'il en résultait. Et il s'avère que quand le DMN est perturbé, les personnes épileptiques ont autant d'idées, donc ça ne perturbe pas le nombre d'idées, mais ça perturbe la qualité des idées, l'originalité des idées. Et ça, c'est important que vous le compreniez, parce qu'en fait, ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est en train d'être accéléré à l'ère de l'IA. Donc, le DMN, c'est important que vous ne fassiez rien. Je vous souhaite à tous aujourd'hui avoir un moment où vous n'allez rien faire. Pas de téléphone, pas de sollicitation, vraiment du rien. Un petit quart d'heure de méditation. Exactement. Mais c'est vrai, hein. Je ne comprenais pas avant quand les gens disaient ça. Mais oui, ça fait beaucoup de bien. Et ça fait beaucoup de bien. Et bien, c'est pareil avec l'IA. En fait, quand j'ai une question sur un sujet, que je ne prends pas le temps de réfléchir et que je demande automatiquement à ChatGPT de répondre à la question, sans même avoir eu le temps d'être oisive 2 minutes pour me dire quelle est la réponse à cette question, qu'est-ce que moi j'aurais répondu, quel est mon point de vue à ce sujet, et bien là, pareil, vous saturez votre cerveau et vous ne vous laissez pas l'occasion de réfléchir, de trouver la réponse, mais aussi de créer les connexions neuronales qui vous permettraient de trouver la réponse. Donc, il faut comprendre, et pour ceux qui ont déjà vu des confs sur la créativité, que la créativité, c'est une alternance de 2 choses. La créativité, c'est une alternance de divergence et de convergence. Donc, pour converger sur une bonne idée, il faut être capable de diverger. Et pour être capable de diverger, il faut être capable de laisser les idées venir. Et les idées, elles ne viennent pas comme ça. En fait, les idées, elles viennent un peu au fil de l'eau, il faut se laisser le temps d'y réfléchir. Donc, sur le côté cognitif, en fait, en gros, ils disent qu'il y a 2 modes. Il y a un mode diffus sur le DMN et un mode exécutif qui permet de trier les informations, de structurer, de décider. Et ce que je vois aujourd'hui avec l'IA chez mes clients, c'est qu'en fait, ils ont chanté le DMN, ils demandent à l'IA de sortir un résultat, et le mode exécutif, ils le font avec l'IA. Ils disent oui, mais j'utilise l'IA, mais en fait, c'est moi qui réponds. En fait, c'est pas du tout toi qui réponds. Tu as pris les réponses de l'IA et tu as nettoyé les réponses de l'IA pour trouver ta bonne réponse. Mais tu as chanté ton propre raisonnement. Et ça a un impact. Je vais vous passer le modèle Collapse parce que je pense des théories, je pourrais vous présenter plein d'études. En gros, rapidement, ça dit quoi? Ça dit qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les IA, au début, s'étaient nourries de la créativité humaine, c'est-à-dire elles se sont nourries de tout ce qui était présent sur le web, mais qui est de la créativité humaine. Et il s'avère qu'aujourd'hui, les humains qui utilisent l'IA demandent beaucoup à l'IA de générer sans même prendre l'effort eux-mêmes de donner leur propre, vision de la situation. Et ce qui fait qu'en fait, l'IA est en train de se nourrir de contenu de l'IA. Et donc, il y a un appauvrissement des résultats générés par l'IA. Bon, vous cherchez modèle Collapse sur Internet, vous verrez, c'est très bien expliqué. Bon, j'ai commencé par le problème, on va avancer quand même vers des solutions. Le vide saturant, c'est celui dont je viens de vous parler, c'est moi qui les ai nommés comme ça, d'accord? C'est pour que ça soit imagé pour vous. Et il y a le vide fertile, vous avez compris où je voulais qu'on arrive. Le danger aujourd'hui, c'est qu'on utilise l'IA sur un terreau de 15 ans de nouvelles technologies, 15 ans de réseaux sociaux, etc. Et en fait, on est en train de donner à l'IA notre façon de penser. Tout comme on a donné à Google notre manière de réfléchir. Ça s'appelle le Google Effect. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais aujourd'hui, par exemple, un sujet très très bête. Avant, je connaissais par cœur l'adresse de mes grands-parents. Imaginez ça. Et c'est vrai en plus. Et puis finalement, maintenant, j'ai plus besoin vraiment de connaître l'adresse parce que si j'ai besoin
c'est enregistré dans mon map, voilà, dans mon Waze. J'ai l'adresse qui est marquée papy, mamie. Je clique sur Waze, je ne sais même pas où est l'adresse. Et j'y vais. Bon, mes grands-parents habitent très loin, hein, ne pensez pas que je ne peux pas mémoriser un petit trajet. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, on a donné aux machines ce pouvoir. C'est OK. Franchement, qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie de connaître des numéros de téléphone par cœur, de connaître une adresse? Pas grand-chose. Toutefois, en fait, on a tout délégué. On a tout donné à Google. Je ne sais pas? Bah, c'est pas grave, je cherche sur Google. J'ai pas la réponse? Bah, c'est pas grave, je demande à ChatGPT. Et là, ça m'interroge. En gros, on a 2 choix. Scénario 1, scénario 2. Scénario 1, c'est soit on se dit, OK, l'IA va étendre ce vide saturant. Donc en gros, on ne fait pas d'effort, l'IA génère les réponses, OK. On est immédiatement gratifié, bah, c'est vrai que c'est trop bien, j'ai pas besoin de réfléchir, l'IA me donne le résultat. Super. En gros, l'IA va nous anesthésier. On est sur un vide anesthésiant. On est sur un vide qui petit à petit va anesthésier notre manière de penser et notre manière de réfléchir. Que je ne me rappelle pas de l'adresse de mes grands-parents ne change pas ma vie. Par contre, si ça anesthésie mes compétences professionnelles, oui, là, ça risque de me changer la vie. Le scénario 2, c'est l'IA comme protecteur du vide fertile. Parce que je ne suis pas du tout là pour vous dire de ne pas utiliser l'IA. Ça n'a aucun sens. Je ne vais pas vous dire, on ne fait pas d'IA, on ne fait pas de réseaux sociaux, puis on n'utilise pas la voiture parce que ça pollue. Ben non, à un moment, il faut avoir un esprit critique sur les outils, puis il faut être capable de les utiliser avec intelligence. C'est ce que Philippe a dit en introduction. Il y a des côtés négatifs, mais il y a des côtés aussi, on peut utiliser l'IA comme un levier. Et c'est vraiment cette notion d'amplification avec l'IA qui, pour moi, est intéressante. Il y a une étude que j'adore, que vous connaissez très certainement, qui est une étude du MIT, Your Brain on ChatGPT. Je la trouve géniale, elle m'a énormément appris, éclairé. Alors, c'est une étude sur un petit corpus, on est vraiment sur une petite population, et c'est une étude qui est encore, on va dire, en perfectionnement sur plein de choses, c'est un préprint, etc. Mais ce que je trouve intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont fait passer des électroencéphalogrammes à plusieurs groupes. Un groupe, au début, tout le monde passe des électroencéphalogrammes et tout le monde fait un exercice. Ça, c'est la scène de départ. Puis après, ils ont coupé en plusieurs groupes. Un groupe sans IA, un groupe avec Google et un groupe avec IA. Et le groupe sans IA, en gros, quand on regarde leur connexion neuronale sur les réseaux alpha, bêta, delta et theta, en gros, ils sont très actifs, très connectés. Ils connectent les idées entre eux, les réseaux neuronaux entre eux. Puis après, quand on délègue à Google, en fait, ils ont moins de connexions dans toutes les bandes de fréquences alpha, bêta, theta et delta. Et puis, quand on utilise l'IA, on a encore moins de connexions neuronales, de connexions entre les différentes zones de fréquence que quand on utilise, par exemple, un moteur de recherche. C'est logique. Jusqu'ici, c'est comme si je vous disais, oui, si tu prends ta voiture, tu as plus de risques d'être en mauvaise santé si tu ne fais pas d'autres activités physiques. Bon, Lucie, tu nous as rien appris là. C'est bien évidemment logique que si j'utilise un outil, en fait, je vais moins utiliser mon cerveau. OK. Ce qui est ultra passionnant dans cette étude, c'est la deuxième partie de l'étude qu'ils ont fait sur comment on utilise l'IA. Si j'utilise l'IA sans réfléchir, comme font vos jeunes aujourd'hui, parce que j'estime que si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler à vous, mais c'est aussi pour que vous parliez à vos jeunes, à vos collégiens, à vos lycéens qui sont dans votre vie. S'ils continuent à utiliser l'IA comme ça, à ne pas réfléchir et à dire « Ok, ChatGPT, donne-moi la réponse à telle question », ils ne vont pas correctement développer les connexions neuronales entre toutes les zones de fréquence. Et donc, du coup, ça va leur coûter, ça va être très coûtant de réfléchir et de faire un effort. Mais il y a une bonne nouvelle dans cette étude, c'est qu'il y a une autre manière. Si on réfléchit en premier et si après on vérifie les données données par l'IA à partir de notre réflexion, là oui, on augmente nos connaissances. J'explique. Et j'ai écrit un article là-dessus. Dans le mag RH, là vous avez vu, il y a des mag RH partout dans tout le salon. J'ai écrit un article qui détaille ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'appelle, moi, la colonne de connaissances. Si je demande à l'IA de me répondre à une question et que je ne réfléchis pas au sujet. Vous avez vu le sujet du DMN. Si je ne réfléchis pas au sujet, en fait, l'IA va me donner sa propre colonne de connaissances. Donc l'IA, elle est représentée à droite par le monsieur. Elle donne sa propre colonne de connaissances. Mais moi, humaine, je ne peux pas mémoriser tout ce que l'IA m'a donné dans sa réponse. Donc du coup, finalement, je ne vais pas monter en compétence parce que l'IA va me donner tellement d'infos qu'elle va surcharger, saturer mon cerveau et que je ne vais pas être en mesure de mémoriser et de comprendre tout ce qu'elle vient de me dire. À l'inverse, si moi, je construis ma propre colonne de connaissances,
Donc j'exprime, en gros, je prompte, d'accord, hein, c'est ça la vraie approche, hein, je prompte, mais je structure ma pensée, je prompte avec une méthodologie, je prompte avec une réflexion, et moi, mes apprenants, je les fais toujours prompter sur un Word, alors n'importe quel traitement de texte, mais sur un Word. Parce que l'idée, c'est qu'on réfléchit avant. Donc je construis ma colonne de connaissances. Puis après, je donne ma colonne de connaissances à l'IA. L'IA, elle va boucher les trous, bien évidemment. On est humain, on ne pense pas à tout, c'est OK. L'IA va boucher les trous. Et quand elle va boucher les trous, là, je vais mémoriser. Parce que tous les petits trous que l'IA va boucher, je vais me dire, ah bah oui, j'avais pas pensé à ça. Et là, ça rentre, et là, je mémorise, et là, je monte en connaissance. Voilà ce que dit cette étude du MIT que je trouve juste vraiment super intéressante. Du coup, je me suis imaginé lancer une campagne qui s'appellerait « Penser raisonner ». Je me rends compte qu'en fait, on a eu une éducation là, à la santé physique, vous savez, la manger, bouger. On a été éduqués en nous disant, en fait, si vous mangez tous les jours très très mal pour votre santé, trop sucré, trop gras, c'est quoi le truc? Trop ça. Voilà, vous avez été biberonné avec ça. Si vous mangez mal tous les jours, en fait, vous allez avoir des problèmes de santé. Donc ça, c'est bon. Je pense que la génération de nos parents n'avait pas été éduquée, parce que vu ce qu'ils nous donnaient à manger, ils n'avaient pas cette éducation au côté sanitaire. Nous, notre génération, c'est à nous d'éduquer nos enfants à ce que j'appelle, du coup, l'éducation à la santé cognitive. On doit avoir une éducation à la santé cognitive. On doit nous dire quels sont les impacts d'utiliser l'IA, mais pas que l'IA, sur notre cerveau, sur notre apprentissage et sur notre évolution, du coup, dans les prochaines années. Parce que si ça nous coûte trop cher de réfléchir, à un moment, quelle est notre valeur professionnelle? Je vous ai pas trop déprimé, ça va? Donc, je pense qu'il faut réfléchir à des moments, en tout cas, il faut être en conscience. Moi, quand je prends ma voiture, je suis éduquée là-dessus, je ne me prends pas ma voiture tout le temps. Je me dis, il y a des moments, non, tu ne prends pas ta voiture, c'est un acte, c'est trop facile de prendre la voiture. Là, c'est pareil. Quand est-ce que je fais des pauses? En fait, on a le droit d'être oisif, on a le droit d'être à son bureau et de réfléchir. C'est pas parce qu'on a la tête en l'air qu'on fait rien. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Parce qu'il y en a marre d'avoir cette dictature de si tu n'es pas actif, c'est que tu fais rien. Non, si je ne suis pas actif, c'est que je suis en train de construire ma réflexion pour avoir une meilleure qualité de service professionnel. Les zones sans IA, il faut qu'il y ait des zones sans IA. S'il y a de l'IA partout dans votre vie, ça va impacter tous les secteurs. Donc réfléchissez là individuellement à quels sont les endroits où vous pouvez vous passer d'IA. L'IA, ce n'est pas pour tout. C'est comme la voiture. Et l'audit mensuel. Faites la tâche sans l'IA. Cette tâche-là que vous faites régulièrement avec l'IA, faites-la sans l'IA. Qu'est-ce qui se passe? C'est dur, c'est pas dur? Comme la vidéo que je vous ai racontée au début. Est-ce que je suis capable encore de faire la tâche? Auditez-vous. J'ai réfléchi à quelques solutions. Une solution en 3 minutes? Oui. Parce que de toute façon, les questions, si vous voulez me les poser, vous pourrez attendre la fin de la conférence pour me les poser. Nous sommes les derniers. Il y a un truc qui s'appelle la désirabilité. Et l'idée, c'est que plus c'est facile à apprendre, plus vite c'est oublié. Okay ? Donc, si vous voulez que ce soit ancré, moi je me rappelle encore de mes fables de La Fontaine, parce que j'étais tellement traumatisée pour les apprendre que je peux vous dire que jusqu'à la fin de ma vie, je les connais. Mais parce qu'il y avait un vrai... c'était tellement difficile, je les ai tellement rabâchés, que maintenant je les connais par cœur, à vie. Bon, sauf si j'ai Alzheimer. Et le truc avec l'IA, c'est pareil, en fait. Il faut que ce soit dur. Il ne faut pas que l'IA vous donne la réponse. Je vous mets en garde. N'attendez pas de l'IA qu'elle vous donne la réponse. Travaillez sur le fait que l'IA vous fasse réfléchir. Pour ça, moi, je vous donne mon exemple de ce que moi je fais avec mes apprenants. Il y en a plein, certainement des réponses. Moi, j'impose à mes apprenants d'écrire leur prompt sur un Word et je mets dans ma méthode cadrée, à la fin de mon prompt, je mets une phrase: avant de commencer, pose-moi toutes les questions que tu as à ce sujet, sois exhaustif. Ce qui veut dire que je ne veux pas que l'IA me réponde, je veux que l'IA me pose des questions pour que je me rende compte quels sont les points que j'ai oubliés dans ma colonne de connaissances. Et ça, vraiment, gardez cette hygiène-là, n'attendez pas une réponse immédiate, utilisez l'IA comme un levier. Et moi, la première, l'IA, je l'utilise comme un levier et vraiment, je trouve que ça m'augmente, ça me permet de monter en compétences. Et des fois, j'ai la flemme et des fois, je demande à l'IA de générer et c'est OK. Mais j'en ai conscience. D'accord ? Je vous passe la méthode cadrée. De toute façon, la méthodologie, si elle vous intéresse, il y a une librairie en face, il y a mes livres, il y a le plan promptable, vous pouvez aller voir. Du coup, en conclusion, je me suis dit, tiens, ça serait quoi ton manifeste? Qu'est-ce que tu pourrais leur laisser? Vous ne devez pas accepter l'usage passif. Ça, c'est non.
Ne soyez pas passif avec l'IA. Vous êtes les pilotes, vous conduisez la voiture, vous devez avoir le volant entre les mains. Si quelqu'un d'autre conduit la voiture, et si c'est quelqu'un d'autre est l'IA, interrogez-vous, est-ce que c'est OK pour moi ? Quelle est ma place ? Quel est mon rôle ? Quelle est la valeur de mes compétences ? La deuxième chose, c'est la métacognition. Pensez à vos pensées. À quoi vous pensez, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, enfin essayez de vous challenger. Moi je sais que j'écris souvent des articles, c'est pas parce que ça me fait plaisir, hein. Je sais pas qui parmi vous lit le Maguerach, mais je pense pas que tout le salon va le lire. Mais en écrivant un article, je pense sur ma pensée, en fait je me force à réfléchir sur mes compétences professionnelles. Protégez votre temps de déconnexion. On ne vous le dit pas assez, mais nourrissez votre DMN, protégez votre DMN, c'est important. Utilisez une méthodologie pour prompter, ça c'est important aussi. Moi j'ai fait la mienne, il y a plein d'autres méthodologies qui existent. Faites des recherches. Et embrassez la difficulté désirable. Il faut absolument que vous fassiez des efforts, il faut que ce soit dur. Je refuse le mot bouton magique et je refuse le mot magique. De toute façon, à chaque fois que quelqu'un me parle et me dit le mot magique, je me dis, il y a une entourloupe derrière, clairement. Voilà. Je suis vraiment ravie d'avoir fait cette conférence. Je pense qu'elle vous a peut-être un petit peu décoiffé. Merci pour votre attention. Le stand P80, mes 3 livres, le plan promptable. Je donne des conférences, je fais des formations et du coaching. Et vous avez ici tous mes réseaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci Lucie. Mais quelle prouesse d'avoir tenu les délais. Incroyable. Le professionnalisme. Okay. Écoutez, il n'y a pas d'autres conférences derrière, donc si vous avez envie de harceler Lucie de questions, vous pouvez le faire. Sinon, il y a beaucoup des réponses certainement aux questions que vous posez dans les ouvrages qui se trouvent à la librairie. Merci beaucoup pour votre attention et puis je vous laisse avec Lucie si vous avez des questions. Merci Philippe.